Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu de votre émission ce soir, indice mondial de l'innovation et le recrutement électronique. Nous accueillerons deux serial entrepreneurs qui ont fait de la technologie leur fer de lance pour développer leur business au Maroc, mais aussi et surtout en Afrique. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous. Et avant d'établir le contact avec notre premier invité, je vous laisse avec ce papier de Ala Benani qui revient sur la toute dernière version de l'indice mondial de l'innovation par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Université Cornell et l'Institut européen d'administration des affaires. Le thème qui a été établi est celui du financement de l'innovation. Regardez. Parmi les 131 économies évaluées dans l'indice mondial de l'innovation 2020, le Royaume pointe au 75e rang. Il recule ainsi d'un point seulement par rapport à 2019, mais garde une place modeste par rapport à 2019, où il occupait la 76e place. En matière d'intrants d'innovation, le Maroc est classé 85e. En termes de produits d'innovation, le pays a obtenu de meilleurs résultats et se classe 69e. Dans le registre des performances, le Royaume pointe à la 8e place parmi les 29 économies du groupe à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Il occupe également le 10e rang des 19 économies d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. En termes de bons scores, on retiendra les indicateurs facilité de création d'entreprises, dépenses d'éducation, financement gouvernemental par élève et formation brute de capital. Quant aux sujets sur lesquels le Maroc est à la traîne, on notera les partenariats et ententes d'alliances stratégiques, la performance logistique, les réseaux d'innovation ou encore la collaboration entre universités et secteurs privés dans le domaine de la recherche. Rappelons que très récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Université Mohamed VI Polytechnique ont lancé un consortium interuniversitaire de formation, de recherche et d'innovation pour permettre à l'ensemble de l'écosystème de recherche marocain d'évoluer et hisser le Maroc vers le haut du podium de l'indice mondial de l'innovation. Et avec nous depuis Casablanca, Karim Amor, président de la région marocain, entrepreneur du monde de la CGEM, également administrateur CGEM au Centre national de la recherche scientifique et technique. Bonsoir Karim Amor. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors peut-être commencerons-nous avec un commentaire sur ce classement du Maroc dans l'indice mondial de l'innovation. Oui, en fait, c'est tout à l'honneur des acteurs de l'innovation d'avoir porté le Maroc de place en place dans le ranking supérieur. Et donc, je crois que la meilleure manière de se congratuler et de congratuler notre pays, c'est de voir que c'est une évolution progressive. C'est toujours mieux qu'une évolution complètement aberrante qui va nous faire retomber après dans les abysses. Personnellement, les CGM, on préfère les évolutions beaucoup plus organique, donc c'est super. Très bien, alors on parle bien sûr d'innovation et on parle aujourd'hui d'un véritable écosystème de l'innovation. Nous venons de l'entendre dans le papier, il y a cette collaboration qui est vitale, nécessaire entre le secteur privé et les universités. Quel est le rôle justement du secteur privé? Vous représentez le secteur privé pour construire les bases de cet écosystème et d'un écosystème surtout efficient de l'innovation au Maroc. Ouais, alors écoutez, pour ce qui est de la construction de l'écosystème, on a une chance dans la malchance de la Covid-19, on a une chance inouïe, c'est que vous aurez remarqué que le Maroc s'est remis en question sur beaucoup de dossiers. Et ce Covid-19 a quasiment transformé en Chief Digital Officer toutes les entreprises du monde, voire du Maroc. On a une approche du digital qui est beaucoup plus rapide. On a aussi la volonté et la nécessité, et vous l'avez remarqué à l'instar des décisions qui ont été prises par exemple pour préserver les 34 milliards de dirhams que le Maroc a l'habitude d'importer, essayer d'éviter de le faire en créant des entreprises au Maroc. Ça n'était pas à l'ordre du jour avant. Le Covid-19 a tout transformé et ce que nous constatons à la CGEM avec les autorités gouvernementales, c'est que nous sommes en train de construire un Maroc antifragile.
Et le plus important, c'est précisément de tirer les leçons de la Covid-19 pour se dire jamais plus comment le Maroc peut intrinsèquement développer une économie, développer un écosystème d'entreprise qui puisse lui permettre de soutenir ces chocs précisément. Alors, le concept d'antifragilité, c'est un concept très simple. Quand vous prenez par exemple une bougie sur laquelle le vent va souffler, elle va s'éteindre. Vous prenez un feu de forêt, le feu va flamber avec le vent. En fait, c'est construire une économie qui n'est pas non seulement qui est prête à subir les chocs extérieurs, mais qui se renforce avec ces chocs extérieurs. Mais pour se renforcer justement par rapport à ces chocs extérieurs, il faudrait mettre en place une infrastructure justement de tech pour mieux prévoir ces aléas, notamment peut-être une pandémie ou autre, ou crise économique. Mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur marocain, ça fait 25 ans que vous êtes dans la tech, mais vous êtes aussi dans l'immobilier, vous êtes à la tête de ce groupe qui est dans ces deux secteurs, j'ai envie de dire que au Maroc, qui ne sont pas vraiment liés. Comment justement mettre en place, comment investir du capital dans la tech en étant dans un autre secteur qui est loin des hautes technologies? Écoutez, on a une aubaine depuis 4-5 ans que vous remarquerez. C'est que l'ensemble des domaines qui concernent la matière, que ce soit du bois, que ce soit du fer, que ce soit du ciment, que ce soit quelle que soit la matière, que ce soit dans les biotech, dans la nanotech, dans toutes les industries de technologie auxquelles vous faites référence, ont eu un dénominateur commun. Quel est ce dénominateur commun? Ce sont des 0 et des 1. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez digitalisé l'ensemble de la matière, ce qui est le cas aujourd'hui, premièrement, il se passe un miracle. Il se passe plusieurs miracles. Premièrement, vous faites converger ces technologies pour qu'elles commencent à discuter entre elles. Avant, la nanotech ne discutait pas avec la biotech. Aujourd'hui, elles sont fusionnées dans des 0 et des 1, dans des systèmes d'information, dans de la data. Alors, pour revenir à votre question par rapport à la tech et par rapport à l'immobilier, en réalité, aujourd'hui, les projets immobiliers, pour beaucoup au Maroc, sont pilotés par des systèmes digitaux. Par exemple, nous avons des systèmes qui pilotent le chantier de bout en bout. Et c'est ce qu'on appelle les systèmes BIM, par exemple, qui vous permettent d'avoir une information que vous avez en analogique avant, complètement numérisée. Vous avez des pilotages de chantier qui se font à distance avec des caméras qui vous remontent de l'information digitale et qui vous permet de prendre des décisions. Donc, en fait, on se rend compte que tous les secteurs, et peut-être que l'immobilier, c'est peut-être le secteur le plus en retard parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, mais il est en train véritablement de rattraper le reste. Mais tous les autres secteurs sont des secteurs qui sont rassemblés par notamment le digital. Mais autre chose, on peut en discuter si vous souhaitez. Alors, bon, on le sait, tout n'est pas binaire et notamment en termes de financement. Est-ce que justement, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie d'investir dans la tech pour justement digitaliser davantage mon entreprise? Est-ce que la banque me suit dans mon projet aujourd'hui? Parce qu'il faut bien financer cette innovation. Oui, vous avez tout à fait raison. En réalité, toutes les entreprises seront soumises à l'obligation d'augmenter leur productivité. Alors, ça passe par la tech. Mais la tech, ce n'est pas forcément que du digital. Évidemment, quand on pense tech, tout le monde se dit, oui, la tech, c'est que du digital, c'est des 1 et des 0, c'est des calculs informatiques avec des ordinateurs. Oui, mais pas que. Il y a aussi des technologies qui vous permettent de travailler sur les ressources humaines d'un point de vue émotionnel. Des nouvelles approches en termes de contact humain avec vos collaborateurs qui ne sont pas de la tech. La formation continue permanente, elle peut être faite à travers un outil tech, mais elle-même, l'innovation en elle-même n'est pas de la tech. Je vais vous raconter une petite anecdote qui a à peu près une demi-heure. Nous étions à la CGM en comité des mandats et nous avons décidé de confier des mandats à beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de femmes en séance. Eh bien ça, c'est une forme d'innovation de management. Elle ne vient pas forcément que de la tech, mais c'est une décision de management qui vient disrupter ce qui existait avant.
Je pense qu'il faut qu'on regarde l'innovation comme un environnement où la tech s'allie avec l'émotionnel et le sociétal. Donc ce que vous dites en fait, c'est que finalement, le switch à opérer pour réussir à innover finalement son entreprise repose sur ces compétences-là. Finalement, les compétences sont au service du rendement. Absolument. C'est la conjonction du rationnel de la tech dont nous avons parlé avec l'émotionnel. Et l'émotionnel a une grande place dans l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Le meilleur levier, selon moi, mais c'est quelque chose qui semble vraiment ruisseler à la CGM et on en parle souvent. Le meilleur levier de développement d'une entreprise, ce sont d'abord ces femmes et ces hommes. Et quand vous prenez depuis la personne qui vous accueille à la porte pour vous prendre votre température jusqu'au président directeur général de l'entreprise, chacun d'entre eux a une capacité d'innovation. Chacun d'entre eux peut avoir une idée qui disrupte son environnement ou même l'environnement de quelqu'un d'autre. Il suffit simplement d'inspirer la volonté et d'avoir la volonté stratégique d'inspirer des idées de tout cet écosystème à 360 degrés dans l'entreprise. Et je peux vous garantir que si vous le faites, vous avez des résultats absolument incroyables. Vous êtes justement, puisqu'on parle de compétences, vous êtes également, Karim Amour, l'auteur du livre Surprenant entrepreneur marocain. Donc vous retracez un peu l'histoire ou les success stories de femmes et d'hommes qui ont réussi, et notamment dans l'innovation. Alors, moi, j'ai envie que vous partagiez avec nous votre idée de la Moroccan Tech. On parle de la French Tech qui est en train de véritablement percer, même dépasser des économies hautement technologiques, dont la Chine, par exemple. Est-ce que vous pensez que le système marocain doit plus s'adosser sur cette French Tech? Vous êtes également issu de cette Silicon Valley ou plutôt de ce modèle américain? Oui, c'est une excellente question, madame, parce qu'en réalité, la tech dans un pays, c'est une politique. C'est-à-dire que le gouvernement doit inscrire dans son programme de gouvernement une stratégie d'innovation. Alors, je voudrais élargir un petit peu votre question, si vous me le permettez, en fusionnant la tech et l'innovation. Parce qu'en réalité, la tech toute seule ne peut pas vous amener une évolution extraordinaire. Par contre, si vous avez dans votre politique du gouvernement l'innovation dans votre ligne de mire, la tech est un des ingrédients. Vous avez la tech, vous avez les hommes, quand on a discuté tout à l'heure, et vous avez aussi une introspection du pays par rapport à son environnement. Je vous prends un exemple. Le Maroc a toujours essayé de faire évoluer son économie, je reste dans l'économique parce que c'est mon domaine, vers ce qu'il a appelé les métiers mondiaux, l'automobile, l'aéronautique, etc. On a vu avec la Covid-19 que ça n'était pas la panacée et que nous n'étions pas antifragiles dans ces domaines et que donc il fallait que nous nous remettions en question. Eh bien, c'est le moment pour nous de réfléchir à des métiers dans lesquels la matière première est intrinsèquement la propriété du Maroc et dans laquelle on peut mettre de la tech pour la faire évoluer. Un exemple, l'OCP a développé tout un écosystème. J'ai eu l'occasion, le privilège de visiter leur centre Massé, le centre M6P, il y a à peu près un mois. Et je peux vous dire que quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'à partir d'une matière première qui est le phosphate, on peut faire un tas de dérivés. L'OCP a même un projet qui permet de transformer les pierres qui restent dans ces carrières en papier. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Il faudrait une demi-heure pour vous expliquer. Et elle a également. Mais est-ce que c'est applicable, juste rapidement pour terminer, est-ce que tout ce que vous dites là, parce que vous parlez bien sûr d'un des plus grands groupes, si ce n'est le plus grand groupe industriel marocain, mais est-ce que c'est applicable à une entreprise marocaine, une PME par exemple? Absolument. Quand vous avez des modèles de gouvernance comme celui de l'OCP, et je leur rends hommage, eh bien, l'ensemble du microcosme des entreprises est capable, à son petit niveau, de développer. Encore faut-il que le gouvernement puisse mettre en place une politique d'incentive. Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez des budgets qui sont consacrés à la recherche fondamentale qu'il faut honorer. C'est une vision long terme, mais
pour nous, à la CGEM, le plus important, c'est qu'avec le gouvernement, nous puissions développer une vision à court, moyen terme qui nous permette de rendre ce Maroc résilient et nos entreprises résilientes. Un exemple, nous avons reçu le ministre des Finances la semaine dernière, jeudi, et nous avons parlé de tech et d'innovation avec lui. Il nous a répondu, écoutez, si chacune de vos entreprises a un programme d'innovation, faites-le savoir, nous ne mettrons pas d'avantages fiscaux parce que ça n'est pas dans notre politique. Par contre, nous mettrons des incentives, projet par projet, pour vous encourager. Et Nous avons trouvé que c'était une excellente initiative qui correspond aux besoins du moment. Merci beaucoup, Karim Amour, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci. C'est un plaisir, merci à vous. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et innovation toujours, compétence aussi. Cette fois, il s'agit de e-recrutement. Avant de parler de cette méthode, Ala Benani nous dévoile les résultats d'une enquête sur l'impact positif de la pandémie sur le recrutement électronique au Maroc. Alors que les mesures sanitaires pour juguler la pandémie sont appliquées depuis mars dernier, le processus du recrutement a changé. Ce ne sont pas les candidatures qui manquent, mais les circonstances ne sont pas adéquates pour interviewer les profils intéressants. Les entreprises cherchent ainsi des alternatives en digitalisant les entretiens d'embauche. Selon la dernière enquête d'un cabinet de recrutement marocain réalisée en novembre dernier, sur 114 responsables de recrutement interrogés, 54% d'entre eux ont confirmé avoir totalement intégrer les entretiens numériques dans leur mode de recrutement. L'enquête démontre aussi que 50% des recruteurs sondés attestent que leur processus est plus efficace. C'est dire que durant cette pandémie, recrutants et recruteurs se sont bien familiarisés avec les tests numériques et les entretiens d'embauche vidéo. Alors que ces tendances se confirment, les plateformes de recherche et d'offres d'emploi sont toutes en train d'accompagner ce changement. D'ailleurs, plusieurs cabinets envisagent de numériser intégralement leur processus de recrutement à l'avenir. Mais cela dit, plus de 60% des dirigeants interviewés pensent revenir à une activité économique normale d'ici fin 2020 et donc à des méthodes de recrutement en présentiel. Et avec nous depuis Casablanca, Amin Khayati, serial entrepreneur et fondateur de Quix, qui est une communauté, la première communauté de recruteurs freelance en Afrique. Bonsoir Amin Khayati. Bonsoir Hussein. Alors, le recrutement électronique ne s'est naturellement pas développé depuis l'avènement de cette pandémie. Mais avant de parler de cet historique, comment ça marche? Comment cela fonctionne au niveau de ce e-recrutement? En fait, aujourd'hui, le e-recrutement repose principalement sur les outils digitaux qui existent sur le marché. C'est pas quelque chose de nouveau en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis des années déjà. Maintenant, le Covid a été un accélérateur non pas dans l'innovation, mais un accélérateur de mindset. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé en face d'un mur où on avait l'obligation de passer que par les outils digitaux. Et finalement, ça a accéléré le mindset de pouvoir intégrer tout le process de recrutement intégralement digital. Alors, on parle mindset, mais il y a aussi le métier même de recruteur. Quel a été l'impact de ce recrutement 2.0 sur votre métier en tant que recruteur? Nous, en fait, si vous voulez, depuis pas mal de temps déjà, on avait créé cette première communauté donc, en Afrique qui intègre les meilleurs recruteurs sur 6 pays francophones pour le moment. Et en fait, honnêtement, ça n'a rien changé chez nous parce que nous étions déjà digital. Ce qui a changé, c'est moins d'activité forcément. L'activité du recrutement a baissé d'une manière importante, notamment pendant les premiers mois du Covid. Maintenant, on commence à rattraper petit à petit. Mais franchement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps déjà. Oui, mais quand vous dites que l'activité a baissé, il y a eu pourtant beaucoup de candidatures qui ont été déposées parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de pertes d'emplois. On parle d'un demi-million d'emplois perdus dans le Maroc lors de ces derniers mois, donc à cause bien sûr de cette crise Covid. Est-ce que cela n'a pas impacté justement le process de recrutement aussi? Ou peut-être que la demande était largement supérieure à l'offre?
c'est assez paradoxal. Ça dépend des métiers. Si on parle des métiers de la technologie, effectivement, les profils IT étaient assez rares, contrairement à aujourd'hui, donc où finalement le Covid a fait que beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Donc beaucoup sont en recherche, effectivement. C'est l'offre et la demande, tout simplement. Revenons à cette méthode de e-recrutement, recrutement électronique. Quels sont les avantages de cette méthode? L'avantage, déjà, c'est un accélérateur. Nous, on a une communauté aujourd'hui de chasseurs de tête. Donc forcément, le fait de pouvoir faire passer des entretiens en visio, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. C'est un accélérateur. Un candidat n'est disponible qu'en fin de journée, n'est disponible qu'en début de journée. Le fait de pouvoir être beaucoup plus souple sur cette partie-là, c'est forcément un accélérateur et c'est un gain de temps. Et qui dit gain de temps, c'est un gain d'argent. Et qu'en est-il justement de ces avantages ou peut-être inconvénients d'ailleurs parce que vous travaillez beaucoup avec des pays africains, de l'Afrique subsaharienne. Quelles sont aujourd'hui les méthodes appliquées? Quels sont les secteurs qui sont visés? Et justement, comment est organisé ce flux de compétences entre le Maroc et le reste de l'Afrique, grâce à ce recrutement, naturellement? Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on remarque chez nous, vu qu'on est ouvert sur ces 6 pays francophones, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de travailler avec des recruteurs en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Tunisie. Et il y a un flux entre ces pays-là. En fait, on peut aller chercher des talents africains pour les faire venir au Maroc. Il y a des talents marocains qui peuvent partir en Tunisie. En fait, vraiment, ça tourne. Je ne vais pas vous le cacher qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent à venir chez nous parce que c'est un marché qui se porte plutôt bien par rapport aux autres marchés. Donc, c'est un flux du sud vers le nord qui se passe en Afrique. Des pays africains qui viennent vers nous, un peu comme ce qui se passait depuis quelque temps, des Marocains qui allaient vers l'Europe. Oui, mais on parle de quel secteur justement, Amin Khayati, par rapport à cela? On parle principalement des secteurs de l'IT, tout ce qui est nouvelles technologies. On parle des secteurs des finances de marché, donc tout ce qui est banque finance notamment. Tout ce qui est banque, finance, assurance, industrie, télécom et IT de manière transverse et nouvelles technologies. Ce sont vraiment les secteurs qui sont visés aujourd'hui. Oui, alors, bon, on parle de e-recrutement, on parle de beaucoup de visio, mais il est où l'aspect humain, finalement, dans ce process de recrutement électronique? Parce qu'on parle de ressources humaines, finalement. L'humain, il est au cœur de cet écosystème. Le recrutement sans l'humain est impossible. Le digital n'est qu'un moyen. En fait, au lieu de voir une personne physiquement, on la voit en visio. Au lieu de passer des tests en face, elle passe des tests de manière électronique et sécurisée totalement. L'humain restera toujours au cœur du recrutement. Le digital ne sera toujours qu'un moyen. Parce que objectivement, on ne peut pas juger une personne par son profil LinkedIn ou par son test RH. Il faut absolument échanger avec elle, comprendre la personnalité. Est-ce que ça fit avec la personnalité du client? Alors, je voudrais juste terminer avec vous, peut-être par rapport aux tendances à l'avenir. Est-ce que vous pensez que après cette crise de Covid-19, effectivement, le e-recrutement sera de mise pour tout le process de recrutement à l'avenir, au Maroc bien sûr, mais enfin dans le monde et plus particulièrement chez nous au Maroc? Alors, il faut le savoir, c'est que cette tendance du e-recrutement aux États-Unis ou en Europe, c'est quelque chose qui est très, très avancé. Au Maroc aujourd'hui, on essaye de créer quelque chose de très innovant en termes de communauté, d'approche. Nous, on a fait une grosse étude et on s'est rendu compte que dans les prochaines années, la tendance du e-recrutement ne va faire que évoluer. Et en fait, on est dans la mondialisation, c'est-à-dire aujourd'hui, on sera capable, depuis le Maroc, de recruter pour un client en France sur un besoin aux États-Unis. On sera capable de recruter en Tunisie depuis la Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça le e-recrutement. Le e-recrutement, c'est d'avoir la bonne personne qui sait faire du recrutement, qui correspond le besoin et le brief du client, qui est bien outillée, et elle peut être n'importe où au final. Et c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui.
Et on est confiant quant à l'avenir. C'est vrai que 2020 était une année qui était assez compliquée pour tout le monde. Le secteur du recrutement a pris un coup, mais bon, voilà, on va mieux rebondir, enfin, je veux dire, dans les années qui vont venir, c'est sûr et certain, parce que c'est l'offre et la demande, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, les clients qui ne recrutaient plus vont recruter. Il faut savoir que il y a d'autres clients qui continuent de recruter. Il y en a qui recrutent encore plus. Donc, le recrutement ne s'arrête jamais. Il y a toujours des clients qui recrutent. En tout cas, un message plein d'optimisme, un message très positif, Amin Khayati, pour terminer cette entrevue. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup, Amin Khayati. Merci beaucoup, Etienne, pour votre invitation. Et à très vite. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.